Et si on se disait tout avec Stéphanie Bataille, notre invitée ce matin sur NKTV? Il y a urgence à éclairer le monde, urgence à retrouver humanité et dignité. Écrivez-vous sur votre Instagram. Le 11 janvier dernier, votre père, le comédien Étienne Drabert, bien connu du grand public pour avoir tourné entre autres dans Les Sous-doués passent le bac, est mort à l'hôpital de la Salpêtrière dans des conditions effroyables, inhumaines. La vie de votre père s'est arrêtée brutalement, dans des conditions innommables, et sans relâche, Stéphanie voulait dénoncer depuis. C'est un combat qui nous concerne tous, dites-vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé, Stéphanie? Alors, je vais vous décrire ce qui s'est passé. Mon histoire, c'est votre histoire. Depuis que j'ai fait cette page sur Instagram et que j'ai fait cette pétition sur change.org/Stéphanie Bataille, les témoignages des gens sont édifiants. C'est-à-dire ce qu'a vécu mon père, des dizaines de milliers de personnes l'ont vécu et continuent à le vivre. Parce que j'ai des gens qui rentrent en relation avec moi pour savoir comment ils peuvent aller voir leurs proches. Mon papa est rentré à l'hôpital le 13 décembre à la Pitié de Salpêtrière pour une pause d'un clip sur une balle mitrale. Les examens étaient tout à fait bons, on pouvait l'opérer et il a été testé à l'hôpital négatif. Il était négatif, il allait bien je n'ai jamais réembrassé mon père depuis la fin février 2020 pour respecter les gestes respectueux car il ne supportait pas d'appeler ça les gestes barrières. Il est rentré à l'hôpital le 13, il a été opéré le 14, le 15, le 16, le 17, nous l'avons vu, il allait bien. Et à partir du 18, il a montré des symptômes du Covid. C'est-à-dire bouche sèche, mal aux jambes, courbatures et problèmes respiratoires. Donc c'est absolument hallucinant, il rentre en forme et il attrape le Covid à l'hôpital. Oui, à côté de sa chambre, il y avait un patient, donc il était en cardiologie intensive, il y avait un patient qui avait le Covid. On a laissé ce patient qui avait le Covid dans cette unité cardiologique. Donc il faut cesser de dire que ce sont les visiteurs qui apportent le Covid. Ce n'est pas vrai. Les clusters sont créés par le personnel hospitalier. Le personnel hospitalier n'est ni testé ni vacciné. Ce qui est absolument fou. C'est complètement dingue et des mesures de santé ne sont pas prises. C'est-à-dire qu'il va falloir arrêter de dire que c'est une maladie nosocomiale. C'est trop facile de dire on n'a pas le droit d'attraper une maladie à l'hôpital. Quand on rentre à l'hôpital, c'est pas pour dire je risque de mourir. Alors effectivement, il y a des opérations très lourdes où les médecins vont vous dire ah bah c'est le patient qui n'a pas supporté. L'opération s'est très bien passée, mais le patient n'a pas supporté. C'est trop simple ça. Il faut absolument, c'est une urgence de prendre conscience de ce qui se passe en milieu hospitalier et dans les EHPAD. Parce que les EHPAD sont fermés depuis 1 an, à part quelques EHPAD, et moi je parle de ce qui va mal. Évidemment, j'adore parler de ce qui va bien, je suis quelqu'un de positif, mais quand j'ai vu ce que j'ai vu, je suis dans un état de sidération, comme des centaines de milliers de personnes qui sont encore vivantes, parce qu'il faut savoir que 75 ou 80 000 personnes mortes du coronavirus dans des conditions épouvantables, ça impacte les familles. C'est-à-dire que les familles sont en état de choc. Une famille, c'est à peu près, on va dire, grosso modo, 10 personnes. Donc si je multiplie par 10 ce chiffre, ça fait à peu près 800 000 personnes qui sont complètement en état de détresse. Oui, puis le deuil, Stéphanie, est absolument impossible à faire. Oui, mais avant de faire le deuil, il n'y avait pas de deuil à faire. Mon père devait rentrer. Tout à fait. On devait faire Noël à 6, Tout à fait. le 23 décembre. Il n'est pas rentré pour mourir, il est rentré pour se faire opérer. Donc c'est complètement hallucinant qu'il attrape le Covid alors que vous aviez pris vous-même toutes les mesures pour qu'il attrape rien, quoi. Oui, exactement. Et donc les médecins ont dit ah bah non, on va pas le retester tout de suite. Je voyais bien qu'il y avait un problème. Ils oui. ont retesté le 24 décembre. Et le 24 décembre, il a été testé. Le 25 décembre, on n'a pas eu le résultat parce que c'était Noël. On a eu le résultat le 26 décembre, le jour de la Saint-Étienne. Et donc là, il était positif. On nous a demandé de nous tester. Donc ma mère, mon frère et moi, car nous étions les 3 seules personnes qui lui rendirent visite parce qu'on voulait pas que les amis ou la famille viennent parce que ça faisait vraiment beaucoup. Oui. On voulait minimiser les risques. Oui. On était vraiment très prudents et nous étions tous les 3 négatifs. Voilà, ça je tiens vraiment à le dire. C'est très important. C'est très important. Donc on va pas attraper le Covid à l'hôpital. On a attendu, excusez-moi, j'ai dit le Covid parce que je préfère le mettre au masculin qu'au féminin, parce oui. que c'est le coronavirus, donc on va pourquoi tout d'un coup la Covid. Voilà. Donc le Covid, le coronavirus, il a attrapé le coronavirus et ensuite ils ont attendu et le 30 décembre, ils l'ont transféré en unité Covid car il était en détresse respiratoire. Terrible, c'est vraiment terrible. On pensait que c'était bien, qu'on allait pouvoir
pouvoir le voir. Et là, on est accueillis moi, je suis accueillie en unité Covid. Oui. Et on vous dit, droit dans les yeux, vous le verrez au dernier moment. C'est terrible. Ça, Stéphanie, c'est absolument, c'est innommable. On peut pas l'entendre. On peut pas l'entendre. Ils ne le disent pas qu'à moi. C'est que tous les médecins sont complices. Tout le monde le dit. C'est que tout le monde prend ces mesures-là et parle de la mort comme si je vous tendais un verre d'eau. C'est-à-dire que on est dans la folie pure. On est rentré dans la folie pure. Mon histoire, c'est votre histoire. C'est l'histoire de centaines de milliers de gens. Donc ce n'est pas possible. Il faut cesser. Il faut cesser immédiatement. Donc, j'ai demandé à voir mon père, on m'a dit que non, donc au dernier moment, mon père a fait l'orage cytokinique, c'est-à-dire que vous avez toutes vos défenses immunitaires quand vous avez le Covid qui se retourne contre vous. Donc il a été mis sous Optiflow. Optiflow, c'est une machine formidable, c'est écrit OPTIFLOW. Je vous invite tous et toutes et tous à regarder sur Internet. Ça aurait pu éviter bon nombre et grand nombre de personnes intubé au moment du premier confinement. Et donc, pour vous dire, donc, il est sorti de cet orage au bout d'1 jour et demi, ce qui était absolument incroyable. Il s'est battu comme un lion, parce que j'avais demandé au médecin de lui dire, non, mais il n'entend rien et il va très mal, mais dites-lui quand même. Et 7 fois à terre, 8 fois debout, c'est un proverbe japonais que mon père nous a, c'était sa leçon et sa façon de nous avoir enseigné la vie. Et donc j'ai dit, maintenant on peut le voir. Non, au dernier moment, on a pu voir notre père uniquement à travers une tablette, une demi-heure par jour, du lundi au vendredi, parce que le week-end, il n'y a personne pour donner les tablettes. Donc en fait, Stéphanie, vous le voyez uniquement en visio, quoi. Uniquement. Oui, exactement. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous disait, votre père, quand vous l'aviez en visio? Sortez-moi de là, je vais crever. Les enfants, faites le nécessaire avec votre mère, sortez-moi de là, je vais crever. Oh. J'ai appelé tout le monde, j'ai même alerté Madame Brigitte Macron, qui m'a dit je vais en parler à Monsieur Véran. Je n'ai pas eu de retour et elle m'a juste dit mais Emmanuel Macron a demandé depuis le mois de mars qu'on arrête cette façon de faire. Il faut que les patients voient leur famille. Ah, ça c'est important ce que vous dites là, Stéphanie. Donc Macron ne valide pas du tout ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux. Pas du tout. Ah, et les hôpitaux sont à la main, sont sous le joug de gens de l'administration, des énarques qui font des décrets du décret. On a rencontré le professeur en cardiologie Gilles Montalesco en unité cardiaque qui nous a dit qu'il recevait à peu près 120 pages par semaine des nouvelles mesures pour accueillir les patients qui ont le Covid. Inutile de vous dire, quand vous êtes professeur en cardiologie, vous avez autre chose à faire que de lire un mode d'emploi qui annule les différents décrets, qui en rajoute d'autres. Oui. De la semaine dernière, c'est impossible. Bah oui, tout ça est très administratif et c'est absolument impossible. Et d'ailleurs, Stéphanie, je vous coupe 2 minutes. Le médecin généraliste Jérôme Marty, lui-même affirme que l'hôpital est soumis à des lois totalement folles et inhumaines. Alors, je les répète, c'est housse hermétique avec un numéro, c'est interdiction de soins au corps, c'est une mise en bière où désormais on autorise quand même la présence mais d'une seule personne, ce qui semble complètement fou. C'est ça, vous n'avez pas pu voir. Et puis on accepte aussi que la housse soit baissée de 10 à 15 cm afin de pouvoir voir le visage du défunt. Enfin, ça semble complètement dingue. Quand vous mourrez du Covid, maintenant même il y a des hôpitaux où vous mourrez d'autre chose, on dit Covid, ça évite de faire la toilette mortuaire, c'est-à-dire que là on est passé dans un autre monde, c'est-à-dire que ce que nous avons appris de nos anciens depuis des millénaires, c'est-à-dire faire la toilette aux morts, on ne la fait pas, et on enterre tout nu, car on n'a pas le droit d'habiller la personne morte. Donc sachez que vous êtes enterré tout nu dans une housse, comme une housse, que je vous donne l'exemple qui est absolument sordide, une housse pour mettre des vêtements, avec un numéro sur cette housse, et écrit à la main, sur une sorte de gros scotch blanc, Covid. C'est terrible. Est-ce que c'est tolérable? Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce que l'on peut continuer cette inhumanité longtemps? Je ne le crois pas. En tout cas, j'ai des personnes humaines derrière moi, et il va falloir que ça change très rapidement. Absolument. Que les grandes instances prennent conscience, au lieu de nous parler de la sortie de crise qui, pour l'instant, ne va pas poindre son nez, parce que de toute façon, comme dirait Boris Cyrulnik, si on continue à vouloir la vie d'avant nous a amené à la vie d'aujourd'hui. Donc moi, la vie d'avant ne m'intéresse pas du tout. Moi, c'est la vie d'avant, c'est-à-dire où il y avait l'humain au centre, où il y avait l'éducation, l'école, la famille. Là, on est en train de péter
On pète l'école, c'est-à-dire que les enfants ne savent plus, ils voient leur professeur avec un masque. On pète l'hôpital parce qu'on y va, en fait, pour attraper une maladie et pour mourir et pour être traité d'une façon qui n'existe pas. On a le sentiment qu'il y a un anéantissement total des valeurs humaines, des valeurs fondamentales humaines. Les valeurs primordiales de l'humain, c'est-à-dire le respect. Tout à fait. Et quand Emmanuel Macron dit j'ai confiance en vous, non, mais le problème c'est que c'est pas réflexif. Il faut absolument qu'Emmanuel Macron prenne la parole et parle de ce qui se passe dans les hôpitaux, parce que on n'a pas le droit de faire descendre toute une population de nos aînés de cette façon-là. C'est-à-dire que on est proche des horreurs que nous avons vécues au XXe siècle. Oui. C'est-à-dire que, et tout ça dans une sorte de, comme je le redis, au risque de me répéter, dans une très grande complicité, dans un cynisme total. Le professeur Verny, qui est le professeur en gérontologie que nous avons rencontré avec mon frère après le départ de mon papa, nous a dit, bah, bien sûr, on voit les gens au dernier moment. C'est terrible. Je lui ai demandé de me regarder droit dans les yeux et de dire, regardez-moi bien dans les yeux. Je ne vais pas vous appeler professeur car j'ai trop d'estime pour les professeurs dans n'importe quel domaine que ce soit. Je vais juste vous demander de me regarder droit dans les yeux et le jour de votre mort, vous penserez à moi. Parce que comment, en tant que médecin, donc il a fait des études donc il a fait des grandes études, il a une spécialité qui est la gérontologie, la gériatrie. Comment on peut imaginer dire à une famille, vous la verrez au dernier moment. Mais c'est absolument impossible. Qui édite les textes, Stéphanie? C'est le Haut Comité de la Santé Publique? Alors, il y a des textes qui sont faits par les comités scientifiques, et Oui. après, c'est à la guise de l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a des personnels soignants qui sont absolument formidables, nous, on a rencontré des infirmières extraordinaires. Tout à fait, c'est bien de le préciser aussi. Le corps médical fait un travail remarquable. D'accord, pas tous. Mais pas tous, bien évidemment. Je parle de 3 extraordinaires qui avaient les larmes aux yeux, qui étaient en larmes, en disant votre papa va beaucoup mieux, il est plus que sous 1 litre d'oxygène. Ah, aujourd'hui on n'a pas mis d'oxygène, mais il est en train de faire un glissement, il se laisse aller, on lui apportait à manger tous les jours, on donnait le sac aux infirmières, et derrière une porte coupe-feu opaque est écrit interdit d'entrée Covid, et on sait que les patients sont de l'autre côté, ils vous attendent, ils piétinent, ils pleurent, ils ne savent plus quel est le jour, ou si ils sont en jour ou en nuit, donc ils sont complètement désaxés, c'est un supplice, c'est de la torture. On torture les gens. Oui, c'est terrible, c'est absolument terrible. Je vais tout faire pour que vous puissiez voir votre papa. Et donc, elles ont fait le maximum, elles sont allées voir les médecins, et les médecins ont dit non au dernier moment. C'est une responsabilité totale, il faut que ces gens soient jugés. Voilà, ça s'appelle un crime contre l'humanité, je n'ai absolument pas peur des mots. Il se passe la même chose en EHPAD. Voilà, où on dit il n'y a pas d'entrée, on ne peut pas accepter l'entrée des familles parce que ils vont contaminer les EHPAD. Il faut savoir que quand il y a des clusters depuis 1 an dans les hôpitaux, dans les EHPAD, ce ne sont pas les familles, parce que les familles sont interdites, d'accord. Oui. Elles récupèrent leur grand-mère ou leur père ou leur mère dans un sac et démerdez-vous. Est-ce que c'est tolérable? Je n'endors pas la nuit. Il faut prendre conscience, c'est que mon histoire, c'est votre histoire. Tout à fait. Ça peut vous arriver. Ah, moi, jamais j'aurais pu imaginer ça. Ayant vu ce que j'ai vu, ayant la possibilité encore, j'espère, pour un petit moment de pouvoir m'exprimer, je sonne l'alarme. Mais au-delà, je tambourine en disant attention. D'autant, Stéphanie, que vous... D'autant, Stéphanie... Nathalie, pardon, il y a trop de gens qui ont dit, pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'était pas au courant. Là, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant, parce que je le dis. On ne peut pas être dans la complaisance. Certains journaux que j'ai eus au téléphone, ah oui, bon, on en a déjà parlé, mais il ne s'est rien passé. C'est une crise, tout le monde se tient, parce qu'il y a des journaux qui sont tenus par des gens qui ont des gros financiers, des gros groupes, oui. Et qui n'ont pas dénoncé ces choses-là. Voilà, pas tous, hein. Il y a des gros groupes qui m'ont reçu à la télévision. Mais de presse écrite, ils ont peur parce que c'est compliqué. On va aller à l'encontre peut-être d'autres gens qui ont de l'argent, et ça intéresse. Il y a aussi tout un service absolument horrible autour des funérailles, des pompes funèbres. Nous avons fait appel à des pompes funèbres indépendantes, mais il y a des groupes. Maintenant, c'est une manne financière. Oui, et
d'ailleurs, Stéphanie, je vous coupe 2 minutes, il y a une prime. Il me semble qu'il y a une prime Covid. Il paraît qu'il y a une prime. Oui, il y a une prime Covid par le décret du 15 mai 2020 qui va de 500 à 1500 € et qui concerne certains soignants dans certaines régions où l'épidémie est la plus forte. Et je trouve ça très pernicieux parce que ça peut effectivement... C'est-à-dire que comment c'est possible? Comment on a pu créer cette prime-là? Tout à fait. Est-ce que cette prime, elle ne serait pas mieux pour acheter des masques et des tenues pour que les familles puissent aller voir les personnes qui sont infectées? Tout à fait. Qu'on valorise le corps médical, très bien, mais pas de cette manière-là, parce que ça peut avoir des effets extrêmement pernicieux. Évidemment, il y a plein de gens qui ne sont pas partis, qui ne sont pas morts du Covid, et on dit qu'ils sont morts du Covid juste pour toucher la prime. Tout à fait. On est dans l'abject, on est dans le vomi. Et d'ailleurs, Stéphanie, vous recevez des milliers et des milliers de témoignages. Qu'est-ce que vous attendez maintenant, concrètement? Concrètement, qu'est-ce que vous attendez, Stéphanie? Je veux une prise de conscience de la population, une prise de conscience du gouvernement, qu'il faut absolument réformer l'hôpital. Et évidemment, on va pas le faire en 2 jours, mais c'est le sujet, l'hôpital, c'est le sujet. Il faut arrêter l'administratif, il faut arrêter que les infirmières fassent de la paperasse toute la journée. Il faut que les infirmières soient proches des patients, que les patients aient leurs toilettes, qu'on s'occupe d'eux, qu'il y ait un partage entre le patient et l'infirmière. Et indispensable dans les jours qui viennent que l'on trouve des solutions pour que les familles, les proches, c'est pas question d'arriver à 10, d'accord, 2 ou 3 personnes puissent aller voir un à un. Bien sûr. L'après-midi, parce qu'on ne peut pas évidemment visiter le patient le matin, puisque le matin c'est l'heure des soins, à partir de 14 h, que les familles puissent se rendre au chevet des patients. Bien évidemment, parce que vous vous rendez compte de ce que je demande. Vous vous rendez compte de ce que les familles demandent, Nathalie. Mais en plus, Stéphanie... On demande le minimum. C'est-à-dire qu'on est en train de péter les vides chacun, d'accord? Et maintenant, on prive les gens de visites. Non mais, Stéphanie, en plus, ce qui semble dingue, c'est qu'ils ont mis en place des masques, ils ont mis en place des distanciations sociales. À quoi ça sert? Oui, absolument. Puisqu'on nous refuse, à ce moment-là, de voir les gens qu'on aime. On part du principe qu'un masque ne suffirait pas, que la distanciation sociale ne suffirait pas. Donc, du coup, on peut tout remettre en question à ce moment-là. Non, mais c'est un petit arrangement entre amis, Nathalie. Parce que une infirmière, habillée avec la charlotte, la surblouse et des gants, alors que c'est une folie de mettre des gants, il ne faut pas en mettre parce que le gant électeur, il est bien mieux préférable de se laver les mains. Bien sûr. Des surchaussures, va évidemment beaucoup plus proche d'un patient, puisqu'il va changer la perce, va refaire son lit. Donc il y a une proximité. Les visiteurs, la famille, les proches ne vont pas se mettre aussi proches qu'une infirmière. Donc de toute façon, il y aura, les gens savent très bien que, comme on leur a tellement dit que c'était terrible ce coronavirus, ne vont pas s'approcher trop près du patient. Évidemment, évidemment. Voilà. Mais ce qui est épouvantable, c'est que c'est pour le coronavirus, mais maintenant ils étendent ces mesures à toutes les autres pathologies. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des cancers qui n'ont plus le droit à des visites. C'est terrible, mais c'est terrible. On a le sentiment qu'être malade, on est pestiféré, quoi. C'est la honte, bien sûr. Ouais. On est puni. On est pestiféré. Ouais. Bien sûr, vous rentrez à l'hôpital pour une pathologie, vous attrapez le coronavirus, on vous parque dans un camp de la mort, et on attend que ça se termine, et c'est bientôt la fosse commune, on vous met dans une housse en plastique, et vous n'avez même pas le droit de faire la toilette, et on enterre les gens tout nus. C'est absolument terrible. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un crime contre l'humanité, là, c'est terrifiant. Donc on ne peut pas ne pas être alerté de ça. C'est-à-dire que ça, c'est bien plus important que tout le reste. Stéphanie, voilà. Si ce n'est pas trop indiscret, vous répondez ou vous ne répondez pas. Quels sont les derniers mots que vous a dit votre père? Les derniers mots que vous avez entendus de lui? Tess. Je suis rentrée dans sa chambre la veille de sa mort, parce qu'on nous a dit que c'était bientôt la fin, et il était tout nu dans son lit, parce qu'on n'habille plus les gens, on n'a plus le temps d'habiller les patients, tout nu, les mains attachées. C'est épouvantable. Pour éviter qu'il retire son masque, parce qu'en cardiologie, il n'y a pas de petit flot, alors que je me suis battue, parce que n'importe qui ne pourrait pas supporter pendant 3 semaines un masque. Insupportable. Voilà, qui vous prend tout le visage. Et donc, pour éviter qu'il retire son masque, on lui avait attaché les mains tout nues dans son pied. C'est épouvantable. Avec un grand linge, comme on pourrait mettre pour les enfants quand ils sont en plein air,
en bas âge pour éviter de leur mettre des couches. Et mon pauvre père, comme des milliers de personnes, tout nu dans son pipi. Et donc il m'a appelé au secours. Je pensais qu'il avait envie de faire pissou et quand j'ai découvert qu'il était tout nu, c'est la première fois que j'ai vu mon père tout nu, un jour avant sa mort. C'est-à-dire que je suis au-delà du choc psychologique. J'essaie de trouver la force pour dénoncer et pour être près des familles parce que les gens sont abandonnés et je ne l'admets pas. Voilà, c'est ma philosophie de vie. On abandonne personne. Et je crois que le gouvernement a des questions à se poser sur l'abandon. Alors, il parle de la jeunesse, mais la jeunesse n'existe pas sans grands-parents. Ça n'existe pas. Qu'il est bon, quand on passe son bac ou quand on est à l'université, d'aller voir ses grands-parents, de réviser chez ses grands-parents qui vont nous faire des bons repas ou avec lesquels on va pouvoir parler de leur histoire du passé ou de leur histoire du présent. C'est-à-dire qu'on est en train de casser un maillon de la chaîne, donc la chaîne va évidemment se casser, on est en train de briser le fondamental. D'ailleurs, votre père adorait la citation qu'il y avait sur le mont Odile concernant la mémoire. La mémoire. Un monde sans mémoire est un monde sans péril. C'est ça. Et là, on est dans le péril. Un monde sans mémoire est un monde en péril. Et je crois que là, il faut vraiment... on est sur l'urgence totale. Alors Stéphanie, moi, j'invite les gens qui nous regardent à vraiment agir à vos côtés. Vous avez créé un groupe Facebook. Vous avez lancé une pétition qui circule actuellement, donc comme vous le disiez, sur change.org, appel à l'humanité et à la dignité. Non, alors maintenant j'ai changé de nom, j'étais change.org, évidemment c'est toujours pour appel à l'humanité et à la dignité, mais pour la trouver facilement, c'est change.org, Stéphanie Bataille tout accroché. D'accord. Et la page c'est Covid-19, dommages collatéraux, et cette page a été créée aussi par une femme qui a perdu son père et des proches dans les mêmes conditions que moi, donc comme des dizaines de millions de personnes. Et cette page s'appelle Covid, dommages collatéraux. Et cette femme s'appelle Brigitte Bernard. Voilà, j'invite... C'est la fin de l'interview. J'aimerais donner cette phrase qui est absolument cette citation de Louis Pasteur et j'aimerais lui rendre hommage car j'aimerais que tous les médecins, le gouvernement aussi, les partis politiques retiennent cette phrase, car nous parlons du vaccin, mais quand on pense à Pasteur, voilà la phrase qui m'arrive. Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. Très bien. Voilà. Et il va falloir que ça se rapproche, et il faut que cette citation soit dans la tête et dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est indispensable pour sauver l'humanité. Eh bien, merci. C'est une belle conclusion, Stéphanie Bataille. Merci beaucoup pour votre confiance. Et j'invite vraiment les gens à soutenir votre mission, comme vous aimez l'appeler. C'est notre mission à tous. Je vous remercie d'avoir suivi Stéphanie Bataille sur NKTV. Je vous embrasse. À très vite. Merci beaucoup.